Bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous accueillir cet après-midi. Je vois des têtes que j'ai déjà vues ce matin, ça fait plaisir. Je suis Célia Pénavert, je suis journaliste à la rédaction des Échos et j'ai l'honneur d'animer cette keynote aujourd'hui avec Yovan Pigenet. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous allez voir, Yovan, il a plein de casquettes. Il va vous raconter ça mieux que moi, mais il a notamment créé 2 associations, une entreprise. Enfin, c'est un peu un serial entrepreneur, on va dire ça. On peut dire ça, ouais. Alors j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours, justement, et revenir en arrière dès le début. Tu es tout jeune, mais ça fait quand même une sacrée expérience déjà pour un jeune comme toi. Carrément. Et déjà, bonjour à tous. Je suis extrêmement content d'être là. Je m'appelle Yovan, j'ai 23 ans. Je suis diplômé d'un Master 2 de droit et je suis originaire de Montreuil, donc pas très loin d'ici. Ça excuse pas du tout le léger retard. Mais j'ai grandi à Montreuil. Et j'ai fait du coup 2 ans de prépa. Et suite à ça, j'ai créé la plateforme Delivered, donc qui est une plateforme de livraison de produits alimentaires et de produits d'hygiène aux étudiants en situation de précarité. Ensuite, j'ai créé la chaîne de boutique Drest, qui est donc une chaîne de boutique de vêtements qui vient en aide pareil aux étudiants en situation de précarité. Et plus récemment, j'ai lancé ma première entreprise avec Ridwan. Et donc voilà, c'est pour la brève. Les 2 premières sont des associations, c'est ça, faut préciser. Voilà, exactement. Les 2 premières, c'est des associations qui sont nées respectivement en octobre 2020 et ensuite en 2022 pour Drest. Et en fait, ça part d'un constat extrêmement simple. Moi, je suis étudiant du coup en classe prépa. Et je me rends compte qu'il y a une précarité alimentaire. Donc on est vraiment en pleine crise du Covid. Et en fait, en parallèle, je faisais beaucoup de contenu sur les réseaux. J'avais une chaîne YouTube où je documentais vraiment ce que je faisais en classe prépa. Donc l'idée, c'était un peu de démocratiser, de démystifier ce qui avait l'image qu'on avait des classes prépa. Et j'avais une petite communauté et je me suis dit comment je pouvais impliquer en fait ces gens-là, on va dire dans le réel, parce qu'il y avait l'aspect virtuel, les commentaires, etc. Mais je me suis dit en vrai ce serait lourd qu'on fasse un truc tous ensemble. Et donc de là j'ai créé Équipage Solidaire, donc c'est l'association. On a commencé avec des maraudes pour les sans-abri et ensuite il y a eu la crise du Covid et c'est là en fait qu'on était en tant qu'étudiants, il y avait une moyenne d'âge très jeune dans l'asso et on était tous aux premières loges des conséquences économiques et sociales de la crise et donc on a lancé la plateforme Delivered. Et donc, brièvement, je ne sais pas si j'explique la plateforme Delivered. Ouais, on peut expliquer ce que c'est. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est finalement une association, c'est une entreprise à part entière et les défis sont les mêmes. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, en fait, sur l'asso, comment ça s'est passé? Donc, on a lancé Delivered et c'est une application mobile. Donc, on est la première association en France à avoir une application mobile. Et donc, depuis le début, on a levé un peu plus d'1 million d'euros. Et c'est une plateforme aujourd'hui qui est présente dans 14 villes en France et en Espagne qui livre à peu près 1 million d'euros de courses par an aux étudiants. Et on a un peu plus de 2000 dans l'association. Donc sur la gestion, en fait, c'est exactement pareil qu'une entreprise. La seule différence, c'est que je ne perçois pas de salaire pour ça. Même si j'aurais pu me rémunérer, j'ai préféré ne pas le faire parce que je ne l'ai pas créé pour ça initialement. Mais sur les défis qu'il y a, en fait, c'est vraiment au quotidien, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on est réparti par pôle. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Dans chaque ville, il y a 6 pôles, donc le pôle partenariat, pôle RH, pôle développement, etc. Et ensuite, on a un conseil d'administration et un bureau. Donc on fait remonter les infos au niveau national. Et après, on prend les décisions avec le bureau. Donc c'est toutes les opérations stratégiques, etc., sur le développement, est-ce qu'on va ouvrir dans telle ville, est-ce qu'on va favoriser plutôt tel endroit. Donc ça fonctionne vraiment peu comme une entreprise, il n'y a pas de... Et en termes de financement, c'est quoi? C'est des subventions? Ouais, majoritairement des subventions, c'est ça. En fait, on a été soutenu au départ directement par des grosses entreprises. On travaille avec Carrefour, Microsoft, Bouygues, Orange, pas mal de banques aussi, Nexity. Et donc eux, en fait, ils permettent de couvrir nos frais de fonctionnement et de nous permettre d'investir tout simplement. Est-ce qu'il y a des salariés? Il y a des salariés, ouais, tout à fait, dans l'association. Ça, on passe par des freelances et des salariés. Les freelances pour récupérer les invendus. Donc, c'est ceux qui vont faire les tournées en fait, régulièrement dans Paris. Et après, les salariés pour assurer, qui concourent au bon fonctionnement de la structure tout au long de la semaine. D'accord, donc il y a le même principe d'association pour les habits, voilà, exactement. Le côté vestimentaire. Et du coup, ça, tu étais encore étudiant. Mais à un moment, il faut bien que... Là, tu nous dis, je ne me paye pas, etc. Je suis bénévole. À un moment, il faut bien rentrer dans la vie active. Et c'est là que tu t'es dit, finalement, je peux aussi lancer mon propre business. C'est l'expérience des assos t'a permis d'aller vers le... Exactement. En fait, l'idée, c'était que moi, j'avais un business model particulier parce que j'avais l'association, mais en parallèle, je faisais beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc, en fait, je documentais tout ce que je faisais dans l'asso. Donc, je montrais vraiment les coulisses
quand on dit les coulisses, c'est concrètement, je mettais en story, bah voilà, quand je travaille, quand on va à tel endroit, là, je vais mettre des stories de ça. Et ça m'a permis d'acquérir encore une communauté. Donc derrière, après, j'ai pu faire des placements de produits, etc. Et donc moi j'avais cette rentrée d'argent et par la suite en fait l'expérience accumulée avec Delivered, donc tout simplement la gestion de l'association à cette échelle, plus le fait qu'il y a eu des médias, il y a eu des levées de fonds, tout ça, ça je me suis dit je peux le mettre au profit de d'autres porteurs de projets. C'est-à-dire apporter mon expérience pour aider d'autres personnes à se lancer. Et c'est là que j'ai lancé Mood. Donc Mood qui est un incubateur de projets innovants. Donc en fait de la même manière qu'il y a plein de personnes qui ont des idées. En fait on peut tous avoir des idées. Mais le plus dur c'est de passer de l'idée à concrètement le mettre en place. Parce que quand on part de zéro, on va dire, et qu'on n'a pas de contact, moi j'avais aucun contact, quand je dis aucun contact, mes parents ils sont pas du tout dans le milieu, mon père il est technicien, ma mère elle est agent territorial, ça veut dire que vraiment rien du tout. Et moi en fait j'ai l'idée dans ma tête de base, et je me dis comment je vais faire pour que cette idée, elle arrive. D'ailleurs, quand j'ai eu l'idée de base, je me suis absolument pas dit que ça allait prendre une telle ampleur. Mais comment on passe de juste avoir l'idée à être dans l'action et mener tout ça. Et c'est ça en fait que nous on apporte aux personnes qui souhaitent se lancer. Donc le plan stratégique, le business model, l'identité visuelle. D'accord. Aujourd'hui, vous incubez combien d'entreprises ou ça représente quoi en termes de chiffres? Aujourd'hui, on a 27 projets qui sont incubés et Ah, on a, sur le mois de septembre, par exemple, on a 47 clients uniques. Donc en fait, on va avoir les projets qu'on décide sur toutes les demandes qu'on reçoit. Il y a ceux qu'on décide d'incuber, donc de suivre, entre guillemets, sur tout le processus. Et il y en a d'autres pour qui on fait simplement des prestations de services, type identité visuelle, etc. Alors, c'est quoi j'ai envie de dire, c'est un incubateur, ça amène aussi des conseils, des choses, les bonnes pratiques, etc. C'est quoi les grandes lignes, ce que vous enseignez le plus aux gens que vous incubez? C'est quoi pour vous les clés de réussite, j'ai envie de dire? Alors c'est intéressant, c'est une vaste question. En fait, tout dépend le stade auquel on prend le projet, mais je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première déjà, avant même quand on a juste l'idée, c'est de ne pas se poser de barrières mentales. Parce qu'en soi, après là je pars du principe qu'on part de rien du tout. C'est pas parce qu'on n'a pas de contact, qu'on n'a pas de... Enfin, souvent c'est déjà l'environnement dans lequel on est, ça joue beaucoup, ça conditionne beaucoup. On se dit mais c'est impossible qu'on fasse un truc comme ça. Dire moi je vois mes potes, ils font ça, je vois mes parents, ils font ça. Pourquoi moi j'arriverais à faire un truc qui est ouvert dans... C'est vrai, en vrai c'est vraiment, ça conditionne de ouf. Et l'idée c'est que, en fait, je pense déjà qu'il faut s'ouvrir l'esprit en voyant d'autres choses. Moi, c'est quand je suis arrivé sur Paris, de base, j'ai fait toute ma scolarité en banlieue. Et mes parents, ils ont dit, c'est mort, tu peux pas continuer en banlieue. Donc, ils m'ont mis à Paris par des manœuvres un peu, je vais pas m'étaler sur ça. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis mangé une claque de ouf. Je me suis dit, mais attends, là, ça veut dire que en banlieue, j'étais premier de la classe, etc. Et là, j'arrive en truc, je me retrouve dans les derniers de la classe. Je me dis, en fait, leur sujet de conversation à la pause, ils parlent politique. Et moi, je suis là, on parlait foot, je parlais absolument pas de politique. Même les dates de la guerre en Irak, je les connaissais pas. Donc quand je rentrais chez moi, je me faisais des fiches Wikipédia, je me disais, c'est pas parce que, enfin, eux, ils ont ces connaissances, c'est bien, mais je suis pas plus bête qu'un autre. Moi aussi, je peux avoir ces connaissances. Donc déjà, c'est ça. Je me suis beaucoup ouvert quand je suis arrivé sur Paris. J'ai rencontré plein de personnes, etc. Et après la prépa, ça a beaucoup aidé aussi parce que c'était un rythme de travail vraiment intensif. Pareil, je suis arrivé en prépa, j'ai déprimé pendant 2 ans. Je travaillais tous les jours, mais j'avais des sales notes. Et je voyais les gens dans la classe, ils travaillaient, etc. Ils étaient là, ils avaient des bonnes notes. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me disais, mais tu travailles quand? Attends, là, moi, je rentre chez moi, je travaille jusqu'à 1h, 2h. Toi, tu me dis, tu travailles jusqu'à 20h. Après, je vois en story, tu es à droite, à gauche, et tu as des meilleures notes. Donc, ouais, la prépa, ça a été vraiment dur mentalement. Mais quand je suis sorti de là, j'ai envie de dire, j'avais plus aucune limite, on va dire, dans mon ambition. Surtout depuis des livrets de Dresde, j'ai vu ce qui était possible de faire. Oui, donc, il ne faut pas se mettre de barrière, c'est ça le Voilà, premier conseil, ne pas se mettre de barrière. Et ensuite, être dans l'action. C'est-à-dire qu'on va partir, il ne faut pas attendre que le projet soit parfait, parce que ce ne sera jamais parfait. Tel que j'ai imaginé Delivered au début, la note sur mon téléphone, c'était pas du tout comme... Enfin, c'était pas du tout, si ça se rapproche de ce que c'est aujourd'hui, mais disons que je ne l'avais pas vraiment imaginé comme ça. Et en fait, on le lance au début, on se rend compte qu'il y a un premier problème, on se dit « Ah ouais, merde, ça, on l'avait pas prévu comme ça. On voulait plus que ce soit un truc. » Mais on se dit « En vrai, c'est pas grave, on va faire autrement. » Et chaque fois qu'il y a un problème, typiquement hier, on avait une distribution avec Dresde. Et en gros, donc, Dresde, comment ça fonctionne? Chaque semaine, on ouvre la boutique. Il y a 150, 200 étudiants qui viennent et qui repèrent leurs vêtements. Et sur ça, du coup, c'est une logistique de fou malade. Parce que, en gros, on a tous les vêtements qui doivent être acheminés. On doit ouvrir la boutique. Et derrière, en fait, c'est mettre les bénévoles, toutes les questions de documents, assurances, machin, qu'il faut qu'on voit avec le lieu. Et donc, on avait normalement un lieu pour la distribution, on a des partenaires qui nous accompagnent là-dessus. Et au dernier moment, on a une annulation. Donc, en fait, vraiment, littéralement, 1 heure, moi, j'étais au travail et j'apprends quoi? J'ai la personne qui m'appelle et qui me dit « Ouais, pour ce soir, en fait, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas obtenu l'autorisation d'un tel qui est au-dessus. » Et je dis « Mais du coup, on fait comment, nous ?» Elle me dit « Bah, ça, je sais pas, mais nous, en tout cas, c'est pas possible. » Donc, de là, en 1 heure, en fait, on a tous les bénévoles, etc., dans le groupe.
Moi, j'envoie un message, je dis, écoutez, la distribution, elle ne va pas se faire ici. Laissez-moi 20 minutes, je vais regarder ce que je peux faire, etc. Donc là, après, on passe des appels, on va avec d'autres partenaires et tout. Finalement, on arrive à trouver un lieu. Il y a une personne dans le groupe qui me dit, bah, en vrai, à Station F, moi, j'ai vu, il y a un contact qui peut, machin. Et donc, en 1 heure, on a dû tout refaire. C'est-à-dire prévenir les bénéficiaires, aller, trucs. Et ça, en fait, c'est le quotidien. J'ai envie de dire, ça peut jamais se passer comme nous, on l'a imaginé. Donc, faut être dans l'action. Et après, il faut voir au fur et à mesure comment améliorer le projet. Finalement, alors est-ce qu'il y a une différence entre mener, on n'a pas l'impression, mais est-ce qu'il y a une différence entre diriger une association et diriger une entreprise? Parce que là, tout ce que vous racontez, c'est comme la vie d'une entreprise classique, finalement. Pour moi, en fait, dans la gestion, il n'y a pas vraiment de différence. Parce qu'encore une fois, sur les obligations, les rapports financiers que je dois faire, les AG, la prise de décision, toutes les réunions qu'on a, ça fonctionne vraiment. Je le vois, je suis en entreprise, je suis dans une banque à côté. Ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, c'est plus sur le sens qu'on donne à tout ça. Parce qu'encore une fois, j'aurais pu me rémunérer déjà depuis bien longtemps, mais disons que ce que je tire de l'association, c'est plus de me dire qu'on aide des gens, en fait. On donne à manger à des personnes. Mais ça aurait pu être votre business. Ouais, enfin, votre oui, ça aurait pu être salaire, mon... Exactement, ouais, tout à fait. Donc, C'est juste que je voulais pas Dans ma tête, je préférais donner de l'emploi à des personnes que je connaissais qui en avaient besoin que moi. Parce que moi, j'ai fait des études, donc je sais que derrière, je peux travailler, je travaille déjà, je peux travailler dans différentes entreprises. Donc je me disais, autant que je donne cette chance à d'autres personnes plutôt que moi me rémunérer. Mais c'est intéressant comme exemple, parce que ça veut dire aussi qu'on peut monter une association et gagner sa vie et en faire quelque chose qui ait du sens et qui puisse aussi m'aider à vivre. Quoi. Ouais, non, tout à fait. Sur ça, l'association, alors il y a quand même des limites en termes de rémunération mensuelle, etc. Sûr. Mais non, on peut tout à fait faire une entreprise. Aujourd'hui, nous, on fait à peu près, on fait rentrer entre guillemets à peu près entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Donc c'est ce qui nous permet de couvrir les frais de fonctionnement, etc. Mais dans ça, il y a les salaires qui sont compris, il y a les trucs. Donc oui, on peut tout à fait vivre d'une association. D'accord. Alors je reviens sur le côté incubateur et conseil aux entrepreneurs, etc. On a parlé un peu des clés de réussite. C'est quoi pour vous les pièges à éviter, j'ai envie de dire? Vu votre expérience, que ce soit dans les assos ou dans l'entreprise, c'est à quoi il faut être vigilant? C'est une bonne question aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut bien s'entourer. Je pense que c'est vraiment le plus important au départ. Moi, je l'ai vu, en fait, encore une fois, je vais repartir de la base. Du coup, j'ai grandi à Montreuil. Donc, j'ai fait vraiment toute mon enfance là-bas. Ça fait 23 ans que je suis là-bas. Donc, j'ai grandi avec des personnes. Ça fait plus de 20 ans que je les connais. Enfin, plus de 20 ans, j'abuse à 3 ans. Voilà, mais en tout cas, c'est des amitiés que j'ai de plus de 10 ans. Quand j'ai lancé l'association, même quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, etc., avant même de faire les vidéos moi sur ma chaîne, on faisait des reportages. Je leur avais dit, les gars, venez, on fait un truc. Donc on a commencé sur YouTube, on faisait des reportages, vraiment des trucs. Dieu merci, aujourd'hui ça n'existe plus, c'est supprimé. Mais on a commencé vraiment avec ça. C'est supprimé ou c'est planqué? On peut les retrouver? Non, c'est non répertorié, mais vous ne pouvez pas les retrouver. Donc on a commencé avec ça au début. Et du coup, c'est moi qui tirais en fait le groupe. C'est-à-dire que je leur disais, venez, on se retrouve à telle heure, on fait tel tournage, tel truc. Et je voyais au bout d'un moment qu'en fait, c'est beaucoup d'énergie. Les personnes, elles sont là, elles viennent, mais derrière, elles ne s'occupent pas forcément du reste, elles ne sont pas vraiment impliquées. Et quand j'arrive avec l'idée de l'association, en fait, j'en parle à mes potes vraiment proches, hein, amitié de plus de 10 ans, encore une fois. Je leur dis, en vrai, j'ai une idée de fou. J'ai envie de créer une plateforme où on va récupérer des invendus, on va les distribuer à des personnes dans le besoin. Donc moi, je leur explique ça, je leur dis, on va faire une application de fou, ça va tourner dans tout Paris, ça va être incroyable. Et ils me disent, en vrai, lourd. Juste lourd. Moi, je lui dis, je commence à lourd. Je viens de t'expliquer un projet, je te montre un document, j'ai fait des trucs, etc. Juste lourd. Et en fait, j'ai compris par la suite que il ne faut pas chercher à convaincre les gens que son idée, elle est bien. Parce que c'est le premier biais. En fait, on se dit, on va attendre la validation des gens. C'est-à-dire qu'on va présenter le projet, on va attendre que la personne nous dise, ah, c'est incroyable, machin. On va se dire, ok, c'est bon, la personne l'a validé. J'ai pas besoin que la personne la valide. En fait, j'ai lancé le projet et je me suis lié d'amitié avec des personnes qui sont rentrées dans le projet. Je ne vais pas dire beaucoup plus, mais en tout cas, d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, c'est des personnes, je travaille super bien avec eux, et les personnes, mes potes à moi, je les garde pour toutes mes activités, etc., mais ils ne sont pas spécialement dans l'asso. Je ne travaille pas avec elles. Donc, première chose, c'était vraiment bien s'entourer, et je me suis perdu un peu dans la question, mais trouver des personnes qui... Oui, c'était les erreurs à éviter. Voilà, c'est ça. C'est une erreur à éviter que de vouloir absolument... Il y a une citation qui dit « Vaut mieux monter une amitié sur des affaires qu'une affaire sur des amitiés ». C'est-à-dire que vaut mieux rencontrer quelqu'un dans le cadre d'un projet que vous allez faire et vous allez travailler avec lui quotidiennement. Ça va devenir vraiment quelqu'un, vous allez limite dormir des fois au local et tout. Enfin, dormir, voilà, juste dormir. Hein. On ne veut pas les détails. Du coup, ça va vous rapprocher. Nécessairement, ça va vous rapprocher parce que vous allez être tout le temps avec cette personne, vous allez manger ensemble. Enfin, en vrai, vu que quand vous êtes mordu par le projet et que vous dites on peut vraiment l'amener quelque part,
bah, vous mangez projet, vous dormez projet, vous êtes tout le temps que dans le projet. Moi, j'ai pas de vie sociale. Ma vie sociale, c'est vraiment les Vous allez 3 leur faire projets. peur là, hein. Non, mais dans le sens où... Plus Non, personne après- va vouloir monter son projet, c'est fini, merci. Non, si, bah, en fait, quand je dis j'ai pas de vie sociale, tout ce que je tire de la situation, en fait, c'est la vie sociale. Je vois tout le temps des personnes sans arrêt. Là, j'étais au local juste avant, il y a 15 personnes au local. C'est-à-dire que j'arrive au bureau, entre guillemets, et je vois, il y a tout le monde, on parle, on rigole. C'est ça ma vie sociale. Mais je vais pas en soirée, je vais pas de trucs. En vrai, j'ai pas... chacun tire son bonheur dans des choses différentes, et moi, je le tire là-dedans. C'est dommage que c'était ma prochaine question sur Ah. comment vous gérez Les... comment vous gérez la vie pro et la vie perso justement, parce que j'ai cru comprendre que vous travailliez dans une banque en plus. Ouais. Donc, comment ça s'organise tout ça? Comment ça s'organise Enfin, comment vous gérez, vous conciliez tout ça pour arriver à respirer quoi? Non, je respire pas trop. Hein. Non, si, en vrai, c'est beaucoup de... Bah, encore une fois, c'est quand je finis on va dire, j'ai pour habitude de dire après le boulot, le deuxième boulot. Genre quand je vais finir mon travail à 17h, 18h, bah, je rentre, je vais au local. En vrai, c'est beaucoup de sacrifices. C'est ce que je dis souvent, mais on s'en rend pas compte, c'est Oui, mais vous énormément avez de l'air sacrifices. tellement heureux de ces sacrifices. Enfin, Après, ça, c'est ce qu'on laisse voir, mais après, il y a beaucoup de phases qui sont aussi difficiles. Mais globalement, ouais, je considère que je suis heureux parce que je pense que ça a vraiment changé ma vie, le fait de lancer ça et toutes les rencontres que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu en tirer, bah, même rien que le fait d'être là, en vrai, c'est incroyable. Mais derrière, c'est aussi beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où, par exemple, je vois pas beaucoup ma famille parfois et je sais que, enfin, moi, je m'en veux et je sais que aussi, par exemple, ma petite sœur, ça peut lui faire du mal parce qu'elle a besoin aussi des fois de parler de trucs. Donc, j'essaie de beaucoup travailler sur ça pour pas non plus passer à côté de plein de choses. Faut savoir faire la part des choses, en fait. Et ouais, des c'est fois, ça, c'est important. il y a trop de problèmes et je me Mais dis... finalement, on a l'impression que donner du sens à son business, ça nourrit aussi, et c'est ça qui fait l'équilibre en fait. Ouais, totalement, totalement. C'est Parce ça. que c'est pas qu'un truc mercantile et purement je vais faire du business et je vais Non, gagner ouais, plein non, non, d'argent. Et là, on sent que ça vous nourrit aussi, même si Ouais, votre vraiment. vie perso, elle est un petit peu Mhm. mise de côté. Oui, c'est ça. Bah, en fait, derrière, ouais, j'ai pas de. Quand je dis j'ai pas de vie sociale, encore une fois, si j'ai Voilà, une vie c'est ça. sociale, mais j'en tire énormément. Même pour une petite anecdote que j'ai pour habitude de raconter encore une fois, parce qu'elle est vraiment parlante. Du coup, moi, je fais toujours des livraisons. Je suis impliqué sur le terrain tous les jours. C'est-à-dire que je sais pas parce que je dirige les trucs stratégiques, etc. Je fais des livraisons tout le temps. Et une fois, je fais une livraison du coup avec un de mes meilleurs potes, Adam. Et la personne qu'on livre, en fait, on avait la tournée de livraison et j'ai Sarah, qui est dans le pôle logistique responsable, qui m'appelle, qui me dit il y a une personne en gros qui a fait une demande et je crois qu'elle est vraiment en difficulté. Est-ce que tu peux faire un détour et tu la livres? Je dis bah, en vrai, pas de problème. Du coup, je repasse par le local, je prends un kit en plus et on finit par cette personne-là. Et elle nous explique, enfin, elle arrive, elle a limite les larmes aux yeux et elle nous dit en vrai, ce que vous m'apportez là, bah, si vous n'étiez pas là, ça se trouve, j'aurais pas mangé ce mois-ci. Je ne savais pas comment faire parce qu'en fait, elle avait redoublé son année et en gros, elle n'avait pas la bourse. Enfin, elle avait une opération. Du coup, elle n'a pas pu repasser les partiels. Donc, elle a redoublé. Vu que c'était la deuxième fois, elle a perdu sa bourse. Elle n'avait pas de job étudiant. Donc, en fait, elle n'avait rien. Et elle nous apporte ça. Elle a limite les larmes aux yeux. Et avec Adam, à la fin, on repart. Donc, on reste discuter avec elle. Et à la fin, on se regarde. On se dit, c'est une dinguerie, gros. Genre là, en vrai, si on ne l'avait pas livré, ça se trouve, elle n'aurait pas mangé. Et forcément, quand on vit des choses comme ça, en même temps, c'est dramatique parce qu'on se dit, il y a des personnes qui sont tributaires de cette aide-là pour pouvoir se nourrir. C'est fou quand même dans un pays comme la France de se dire que vraiment il y a des étudiants, plutôt que de se concentrer sur leurs études, ils se demandent comment ils vont manger. Mais en même temps, on se dit bah c'est un projet salvateur parce que ça permet d'aider des gens au plus concret quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la portée de vos paroles, mais c'est très impressionnant ce que vous faites et c'est très Merci inspirant, beaucoup. vraiment Merci pour beaucoup. votre jeune âge. Bravo. Ça c'est des problèmes. Ça sonne. Ah mince. Je vais mettre mode ne pas déranger. Bon, alors avant les problèmes, est-ce qu'on propose à la salle de vous poser des questions? Oh, avec plaisir. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, mes parents, il faut savoir, c'était que les études, les études, les études. C'est-à-dire que moi, quand je leur ai parlé du projet, ils m'ont dit, pareil, c'est bien, mais juste les études, s'il te plaît, arrête avec tes projets à côté, etc. Juste ramène-nous un diplôme à la maison, bien comme il faut. Donc là-dessus, je dirais pas que c'était un frein, parce que je peux comprendre le fait que le diplôme, c'est important pour les parents, pour assurer un avenir pour leurs enfants. Mais en même temps, quand du coup, à chaque fois, je leur parlais d'un truc et qu'ils me disaient, c'est bien, mais ils revenaient à autre chose. En vrai, à la fin, je parlais plus trop. En vrai, c'était juste, je leur montrais, bah voilà, je montrais juste les stats. Et du coup, Et les notes? Ouais, les notes, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Bah, vu que j'avais des bonnes notes, ils étaient contents. Donc, ils m'ont un peu laissé tranquille sur ça. Mais indépendamment de mon expérience, je pense que pour beaucoup de personnes, l'entourage peut s'avérer être un frein parce qu'encore une fois, des fois, ils vont même pas comprendre en fait. Dire que vous allez dire, ouais, là, je vais bosser sur ça. En fait, vous allez perdre des amis. Quand on dit, il y a plein de phrases qui sont bateaux, mais vraiment, qui sont vues et revues sur Instagram, sur machin, mais en fait, finalement, quelque part, elles sont réelles. Même si
le modèle qu'on a, enfin la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, je trouve, elle est trop déformée par rapport à Insta. Oh, vas-y, on va montrer ça, ça, ça. En vrai, c'est pas, c'est pas vraiment la réalité. Mais il y a des phrases qui sont vraies. Et quand on dit que vous allez perdre des amis, c'est vrai parce que par la force des choses, quand vous travaillez, et surtout au début, ça demande beaucoup de travail, bah, vous allez vous éloigner de certains de vos connaissances, enfin de vos amis, parce que vous aurez plus le temps en fait. Pas méchamment, mais juste parce que bah, quand vous finissez à 23 heures ou à minuit, vous rentrez, vos trucs, vous avez plus le temps de les voir. Donc il y a ceux qui vont comprendre, qui vont vous soutenir, et il y a ceux qui vont vous dire ça y est, t'abuses, viens, on va faire un petit truc, machin. Et donc là, c'est compliqué. Mais ouais, ça peut être un frein. En fait, on a plusieurs formules d'accompagnement. Donc, en fait, tout dépend le stade du projet. Donc, au départ, on fait un premier call préparatoire. Donc, en fait, on a un document à remplir sur le site pour en connaître un peu plus sur le projet. Ensuite, on va avoir un premier call où nous, on va vous poser des questions en fonction de ce que vous avez mis dans le document. Et tout dépend en fait du stade de l'idée. C'est-à-dire que quand on a une idée au stade embryonnaire, donc juste en gros, la personne nous dit bah, j'ai envie de créer une compagnie aérienne, par exemple. On va dire OK. C'est ambitieux. Mais du coup, ouais, c'est ça. Du coup, OK, on part d'où? En fait, où est-ce que vous voulez amener le projet? Le projet, OK, c'est plus ça. Donc, on l'aide à choisir les statuts. On l'accompagne sur l'identité visuelle. Si on a un projet, par exemple, on travaille avec Carrefour, AXA, eux, vous vous doutez bien qu'on ne va pas les aider à monter l'entreprise. Eux, on va plus les accompagner sur des parties spécifiques. Ils font appel à nous juste pour la partie création de contenu sur les réseaux sociaux et sur la partie, on va dire, stratégique, mais vraiment dans certains départements spécifiques. Et encore une fois, si on a des projets qui sont en cours de création, où on a déjà l'idée, on a déjà une déclaration en préfecture ou en tant que société, bah là, on peut les accompagner sur vraiment la partie stratégique, le business model, la création du site internet, la création d'une application mobile. On a une équipe de 5 personnes où on a tous des postes dédiés. Et en fait, voilà, ça dépend vraiment les besoins en fait, du projet. Mais on prend tout type de projet. Après, J'espère que vous avez plusieurs cartes de visite sur vous. ouais, je vais donner les Instagram à la fin. Mais ouais, vraiment, après, on prend pas tous les projets parce que nécessairement, vu qu'on a une grosse demande sur le lancement, bah, en fait, on peut pas, si on veut assurer un suivi réellement et un travail de qualité, on ne veut pas prendre tout le monde. Mais ouais, quand on a le projet et qu'on a à l'issue du premier call, si le projet il nous parle, bah, du coup, ouais, on peut accompagner vraiment sur tout de A à Z. C'est une bonne question. Je pense un peu des deux. En fait, quand j'ai eu l'idée au début, j'avais besoin, en fait, encore une fois, tel que j'avais imaginé, moi je me suis dit, on va concurrencer Uber Eats. Et donc, quand j'ai ça dans mon téléphone, j'ai besoin en même temps d'approbation, j'ai besoin que la personne elle me dise, ah ouais, non, le projet, franchement, incroyable. Genre là, gros, tu as eu une idée, c'est un truc de ouf. J'ai besoin de cette partie-là, et en même temps, je voulais qu'il m'accompagne. En fait, c'est difficile. Quand on a un projet comme ça, je me dis, c'est des personnes avec qui j'ai grandi, et ce serait incroyable qu'on le fasse ensemble et qu'on ait la success story. Genre, ouais, on se connaît depuis petit, on a grandi ensemble, ensuite on a monté le projet, ensuite maintenant ça y est, truc. Donc, il y a un peu des deux. Il y a le fait que je voulais le faire avec des personnes de confiance, parce que pareil, quand on lance un projet, encore une fois, je pense que lancer un projet tout seul, c'est possible, mais déjà, dès que le projet prend l'ampleur, on n'est plus tout seul. Même ce qu'on peut voir, les sportifs, les rappeurs, n'importe, ils sont entourés, ils ont des équipes de partout. Donc, encore une fois, une citation, pour le coup, tant qu'on y est. Mais ça, elle est vraiment connue. Tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. En fait, c'est vraiment ça. Quand on est avec deux personnes, on peut partager. Chaque fois que j'ai un doute, j'en parle à Ridwan, il est juste ici, c'est mon associé du coup. Chaque fois que j'ai un doute, je lui en parle. C'est-à-dire que des fois, je vais l'appeler à 1h du matin, je vais dire gros, j'ai eu ça, machin et tout, tu penses je fais quoi? Même sur des trucs de ma vie privée, hein. Encore une fois, quand je vous dis que ça rapproche vraiment, c'est que je vais lui dire, ouais, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple là, concret en tête, mais je vais lui poser une question, il va me dire, en vrai, gros, passe du temps avec ta famille, tu vois, on verra ça une autre fois. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Pour la petite anecdote, hier soir, je suis venu au local à 5h du matin, je vous jure que c'est vrai, à 5h tout à l'heure, là, et il était encore réveillé, il était en train de travailler. J'ai les vidéos, j'ai mis une story. Je me suis dit, ouais, je dors toi aussi un petit peu. Il était en mode veille. C'est-à-dire que lui, il dort pas en fait. Il se met en mode veille comme sur l'ordinateur. Et on peut le réveiller, un truc, c'est trop. Mais ouais, du coup, non, je pense que j'avais besoin un petit peu des deux. Et après, je me suis dit, tant pis, franchement, s'ils ne suivent pas. Et ouais, s'ils ne suivent pas, je vais le faire quand même. Au final, il n'y en a aucun qui m'a réellement suivi. Après, ils m'ont apporté beaucoup de soutien moral aussi, dans le sens où ils étaient là malgré tout. La preuve, c'est qu'on est encore, on est là, quoi. Et ils m'en ont pas voulu de pas passer moins de temps. Parfois, pendant un mois, par exemple, j'allais pas les voir. On se revoyait. J'avais l'impression que on s'est vu hier. Donc c'est plus ça en fait. C'était un soutien malgré tout. C'est une bonne question. Alors en fait, j'ai pas précisé, mais c'est pour mes parents. Pourquoi? Parce que du coup,
Donc l'année dernière, je travaillais à Zurich Assurance. Je finissais mon master 2, j'étais en alternance. Et du coup, vu que banque et assurance, s'il y a des conventions collectives, c'est bien payé. En alternance, j'avais un bon salaire. Et en fait, ça rassurait mes parents tout simplement parce que certes, j'avais mes activités à côté, je faisais rentrer de l'argent, etc. Mais eux, ils étaient vraiment dans te ferme pas des portes. En vrai, tu sais pas, aujourd'hui ça marche bien, tant mieux, mais demain ça peut s'arrêter. Et si ça s'arrête du jour au lendemain, il faut que tu gardes des portes d'échappatoire, quoi. Donc ouais, j'ai gardé ça pour mes parents l'année dernière. Et là, je suis reparti sur un autre master 2. C'est-à-dire que je repars sur 2 ans encore, non, sur un autre master complet. Donc là, je refais 2 ans de master et pareil, je suis en alternance dans une banque. Mais quelle énergie. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais, non, ah oui, donc là, vous êtes alternant. Ouais, c'est ça, Okay. exactement. Tout va bien. Mais vu qu'en gros, le recrutement, il s'est fait par rapport à ce que j'avais... Enfin, ils étaient au courant pour mes activités. Donc en fait, j'ai eu un poste où j'ai pas mal de responsabilités. Après, c'était parce que c'est formateur et que c'est moi qui ai demandé ça. Donc, au départ, non. Et ça me permet de faire une passerelle très brève, parce que je crois qu'on est sur la fin. Sur les réseaux sociaux, en gros, j'ai pas eu d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que en fait, les réseaux, ça a été un catalyseur de malade pour le projet. C'est-à-dire que quand je lance Équipage Solidaire, donc l'association, en fait, j'ai tout de suite des gens, parce que j'ai une communauté. Donc en fait, chaque post qu'on fait, il y a du monde. Chaque action qu'on fait, il y a du monde. Chaque fois que j'ai besoin de conseils sur quelque chose, dans le réseau, il y a du... En fait, mon réseau, c'était ma chaîne YouTube, initialement. Et c'est trop puissant. Les réseaux sociaux, pour ça, hein, vraiment, c'est un moteur, mais incroyable. Il y a plein de choses négatives sur les réseaux sociaux, et je suis le premier à décrier les aspects négatifs, etc. Mais sur ça, en tout cas, c'était trop fort. Après, par la suite, quand on commence un petit peu et qu'on croit au projet, en fait, on se fait un réseau. Et aujourd'hui, franchement, pour la salle, par exemple, pour Dresde, en vrai, j'ai passé 3 appels et j'ai trouvé une salle dans Paris, 100 mètres carrés, etc. Parce que c'est toutes les personnes avec qui vous travaillez, vous gardez contact. Et derrière, du coup, c'est des opportunités. Mais au départ, ouais, c'est compliqué le réseau, hein. Au départ, ouais, franchement, il faut faire l'effort, faut provoquer les choses. Il faut sortir, il faut parler. Moi, je parle tout le temps dans la rue à des gens au hasard. Ouais, vraiment. Non, encore une fois, hier soir, je parlais avec quelqu'un, j'ai rencontré un producteur et j'ai gardé son contact et je lui ai dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc dans le cadre d'un projet qu'on accompagne. Et je lui ai parlé vraiment, on faisait la queue pour prendre à manger et je lui ai dit, ouais, j'ai entendu, tu as dit EP, etc., tu fais de la musique et tout, on commence à parler et c'est vraiment comme ça. Ça veut dire que je le connais pas et là, j'ai un contact en plus, je suis pas allé dans un salon, un truc, c'était vraiment dans la rue. Après, je dis, encore une fois, on peut pas croiser à chaque coin de rue des personnes qui font des choses, mais je pense qu'il faut vraiment provoquer la chance et c'est comme ça qu'on se crée le réseau. Et une bonne dose de culot aussi. Ouais. Une dernière question, Constance, on peut ? Ouais. C'est une bonne question. Sur le business model, en gros, on a un business model hybride. Donc, on va avoir d'un côté les subventions privées. Donc ça va être encore une fois tous les grands groupes qui nous soutiennent. En fait, on va les accompagner dans leur démarche RSE. Donc en fait, il faut savoir que aujourd'hui, les entreprises elles sont obligées de prendre des mesures, elles sont obligées de se doter d'une responsabilité sociale et environnementale. Et donc nous, on va les accompagner sur ces obligations légales pour obtenir certaines normes, etc. Donc on va prendre tout le process. En gros, ils vont nous donner l'argent. Bon, alors, je vais schématiser. Hein. Ils vont nous donner l'argent. Nous, on va faire les actions et ensuite on va leur faire les rapports. Et ensuite, ces rapports, ils vont les produire devant le conseil d'administration. Et derrière, ça les décharge pas d'un poids, mais d'une obligation légale, tout simplement. Donc il y a cette partie-là, et ensuite on fait de la prestation de service aussi, beaucoup avec l'association, c'est-à-dire qu'on fait, Chris il va me tuer, j'ai oublié comment ça s'appelle, team building, exactement, on fait beaucoup de team building, donc en fait on va aller toquer aux portes des grandes entreprises, et donc on l'a fait avec plein d'entreprises, Doctolib, L'Oréal, etc. On prend leurs collaborateurs sur une après-midi, et on va les former, on va faire un atelier où on va leur dire, voilà, la précarité étudiante c'est ça, venez au local, vous allez faire des kits, ça dépend, on a plusieurs formules, et ça, ça va être facturé bien comme il faut. Donc du coup, voilà, on a plusieurs, c'est comme ça qu'on fait rentrer l'argent chaque année. C'est hyper intéressant comme business model. Bon, je vous propose que les prochaines questions, vous veniez lui poser après la keynote. Exactement, je rappelle juste le Instagram, c'est important. Mon Instagram personnel, c'est Yova2N, Y-O-V-A, le chiffre 2 et N. Le Insta de Mood, c'est M-O-O-D-P-R-O-D, 2-du-bas. Moodprod. Et le Instagram de l'association, il y a Delivered, mais le mieux, c'est Équipage Solidaire. Équipage tout collé au singulier solidaire. Super. Merci beaucoup, Yovan Pigenet. C'était un grand plaisir et un parcours hyper inspirant. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.